On va commencer avec, est-ce que vous savez ce que c'est le mot Moed? Okay. Un événement. Il a fait Moed. Moed ken Moadim, c'est les fêtes. Okay. Mais littéralement, ça veut dire une rencontre. Okay. Donc, en fait, chaque fête, c'est une rencontre avec quelque chose. Une rencontre avec un contenu, avec des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, à Pessah, qu'est-ce qu'on rencontre à Pessah? La liberté. La liberté. En vérité, les Moadim, ils viennent nous charger nos batteries. C'est-à-dire que de la même manière qu'à Pessah, tu vas charger tes batteries de liberté, ok, à Hanouka et à toutes les fêtes, tu vas charger des batteries de contenu. Okay, donc c'est intéressant d'étudier avant la fête pour savoir, ok, mais comment est-ce que tu vas charger tes batteries en spiritualité avec chaque fête. Mais c'est là juste une petite parenthèse hyper méanienne que les fêtes juives, ok, donc les fêtes d'Eoraita, elles sont en été. Okay, c'est quoi la première fête des Shalosh Regalim? Toujours Pessah. C'est-à-dire printemps. Ensuite, on a Shavuot, été. Et ensuite, on a Sukkot, fin de l'été. C'est-à-dire que ces trois fêtes-là, elles sont au moment de l'année où il y a beaucoup de lumière. C'est-à-dire où il y a le soleil qui domine. C'est-à-dire que les moments de journée, de soleil, sont plus grands que les moments de nuit. Et les fêtes d'Erabanan, Ken, donc c'est quoi les fêtes d'Erabanan? Deux. Yaféméod, elles sont d'Afka au moment où la nuit, elle domine, au moment où la lune, elle domine. On va dire les fêtes d'Eoraita, c'est des fêtes, jamais on n'aurait pu les inventer tout seul. C'est-à-dire, c'est une lumière qu'on reçoit du ciel, d'accord? Donc comme ce grand soleil qui nous éclaire malgré nous. La lune, elle fait une lumière un peu petite, et surtout, elle reçoit sa lumière du soleil. Et donc, c'est les fêtes des Rabbanan. Les fêtes des Rabbanan, c'est Am Israël dans son attitude, et par la décision des Chachamim qui a instauré cette fête parce qu'il a senti qu'il fallait maintenant une fête comme ça, mais c'est entre guillemets, c'est nous qui l'avons instauré cette fête. Aussi bien Hanouka que Purim, c'est-à-dire ça passe beaucoup plus par l'homme, et donc c'est pas pour rien que c'est justement dans cette période où il y a plus de nuit que de jour. Il y a plus, entre guillemets, d'intervention humaine que d'intervention divine. Yafé, Me'od. Maintenant, on rentre dans Hanouka, Béhémet, et il faut, pour comprendre Hanouka, un petit réca historique. Un cas peu historique. Eh ben, il faut revenir en fait en moins 330. Décédère en moins 330, Alexandre le Grand, ok, conquiert toute la terre d'Israël. Et donc c'est un grec, c'est un guerrier, il est très fort, il est très cool. Et il conquiert le monde entier en fait, et donc la terre d'Israël. Et a priori, c'est pas dramatique pour les juifs à ce moment-là, parce qu'il y a un truc dans l'Empire grec, c'est ce qu'on appelle Chofesh Dat, liberté de culte. C'est-à-dire que les Grecs n'ont pas forcé à être hellénisés. C'est-à-dire ils ont forcé personne à dire maintenant c'est nous qui avons conquis et donc on vous force. Ils ont pas. Et donc c'est-à-dire que pendant quelques centaines d'années, un peu moins, ok, ok, il y a une présence grecque en Israël, mais c'est pas trop négatif. Et puis les Grecs, bon, Alexandre le Grand, il va mourir, ok, son empire va se disperser entre plusieurs personnes, et plusieurs années plus tard, on arrive à l'époque de Antiochus le numéro 4, ok, et lui, justement, on va dire comme ça, à ce moment-là, déjà, ça devient un peu problématique. C'est-à-dire que de plus en plus, la terre d'Israël se fait helléniser. Ok, ça veut dire que de plus en plus, il y a, par force, non pas par force justement. Ouais, par influence. C'est ça le truc. C'est que les Juifs deviennent de plus en plus grecs, et surtout d'ailleurs les jeunes. Ok, parce que par exemple, à côté du Beth Amikdash, il y a un gymnase, exact. Et dans ce gymnase, qu'est-ce qu'on fait? Il y a fait, on court tout nu, d'accord, et on fait des sports olympiques, et ça attire les jeunes. Ça attire les jeunes. Et donc, tu as pas mal de juifs, mais il n'y a pas de révolte, ça va pas? Ça va, et donc les juifs qui se font helléniser, on les appelle des mityavnim, ok, ils deviennent grecs. Ça veut dire qu'ils commencent ils gardent des petits trucs juifs, tu vois, jusqu'à ce qu'il y a même un Kohen Gadol mityaven. Grec, t'es un grec d'origine juive, quoi. C'est-à-dire, donc au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'est pas hyper clair, tu vois. Est-ce qu'il pensait à Zeus? Est-ce qu'il pensait à truc, tu vois? Un peu bizarre. Mais en tout cas, donc la situation va de pire en pire.
vraiment de pire en pire. Et là, c'est une super question. Il n'y a toujours pas de révolte juive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y avait sûrement des tzadikim, des chachamim qui disaient mais comment c'est possible, on a un Kohen Gadol Mityaven et regardez nos jeunes, ils sont en train de tous, genre sûrement qu'il y avait des tzadikim qui se tiraient la barbe ou les cheveux, mais qui, les péotes, merci, mais il n'y a pas de révolte juive, ça va, il n'y a pas de la révolte qu'on connaît qui va venir, donc à Hanouka, elle est pour l'instant pas. Et là, truc de fou, peut-être qu'on doit dire Baruch Hashem, je sais pas, mais truc de fou, ce même Antiochus là, et c'est pas hyper clair pourquoi, c'est un peu ça la question à laquelle j'arrive, il va faire des xérotes. Ça veut dire des décrets. Il va faire des décrets sur les juifs, okay, sur le peuple juif. Brit Mila, Shabbat, Rosh Chodesh. En vérité, Rosh Chodesh, c'est toutes les fêtes en fait. Hein, parce que si tu n'as pas de Rosh Chodesh, tu n'as pas de Yom Kippour non plus, tu n'as rien. D'accord. Exact. Limut Torah. C'est que ces xérotes-là, historiquement, c'était que pour les juifs de leur empêcher de faire leur rite. Et là, on peut poser une question, mais pourquoi? Pourquoi que pour les juifs déjà? Propre que pour les juifs. Alors, on peut se dire, bah, c'est simple, c'est les seuls, peut-être, qui n'ont pas voulu accepter la culture grecque. Mais non, c'est pas vrai. Historiquement parlant, tu as plein de peuples qui continuaient leur idolâtrie, etc., qui n'étaient pas forcément exactement comme la culture grecque et contre qui il n'y a pas eu de xérote. Alors on peut dire, ok, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas s'assimiler. Donc à un moment, bah, il faut forcer le truc. Ça aussi c'est faux. C'est faux. Parce qu'en vérité, ils s'assimilaient. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit peut-être il faut dire Baruch Hashem? Parce que s'il n'y avait pas eu les xérotes, Kaniré qu'il n'y aurait pas eu de révolte, et Kaniré que Besséder. Az, la question c'est quoi? La question c'est, a priori, il n'y a pas de raison logique de ces xérotes. Il n'y avait pas besoin de faire ces xérotes pour qu'ils s'assimilent, ils s'assimilaient tout seuls. Et pourquoi précisément contre le peuple juif et pas les autres peuples. C'est-à-dire, il a fait mieux. Az, il faut savoir que quand l'histoire, le pshat, ne nous donne pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire, Haverot? C'est vrai dans la vie tout le temps ça. Il y a fait mais od. Lorsque le pshat est difficile, c'est vrai dans le limoud, dans le limoud roumage par exemple, au niveau du pshat, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Alors tu approfondis. Tu vas voir Rashi par exemple, tu approfondis. Okay, et ici, eh bien, la réponse, c'est de dire qu'il y a autre chose que la raison chez un être humain et même chez un peuple. Il y a quelque chose d'autre qui se joue, c'est quoi? C'est l'instinct. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois, tu agis par instinct. Et même si c'est pas complètement explicable, tu sens que c'est ça qu'il faut faire. Un petit peu comme un animal, tu vois, un animal, il n'a pas de sérel, il n'a pas d'intellect. C'est-à-dire comment la souris, elle sait qu'elle ne doit pas faire confiance à un chat? Comment elle le sait? À ce qu'elle sent dans son instinct que ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, eh ben, c'est pareil pour les nations, pour les peuples. Okay, on rencontre comme ça dans Chazal, c'est un truc qu'on appelle Saré ou Mot. C'est quoi Saré ou Mot? Les anges des nations. D'accord? C'est quoi les anges des nations? C'est la raison d'être des nations. C'est quoi un ange, Ken? La mission spirituelle particulière à telle ou telle nation. Et donc, là où je veux en venir, c'est que la nation grecque, elle a une identité spirituelle, elle a un instinct particulier qui fait que quand elle rencontre un Israël, elle se sent menacée et elle est obligée de faire des xérotes pour annuler Am Israël parce que ça la menace particulièrement, ce qui n'est pas vrai pour les autres minorités qui existaient, et ce qui ne lui a pas permis d'être patient et d'attendre que Am Israël s'assimile. Et donc c'est ça qui a poussé en fait à faire des xérotes. Et c'est quoi cet instinct? Eh bien, on a plusieurs textes que je les ai ici qui nous disent c'est quoi Yavan. Je les ai. Pour savoir un petit peu c'est quoi la spécificité de la Grèce, on a plusieurs textes. Le premier texte, regardez la source numéro 1, il est dans Bereshit Rabbah, dans les premiers psukim de la Torah, Ken, Ve'aret Saïta Tohu Vavohu Ve'chosher Alpene Tehom. Et ici, on a quatre expressions, Ken, Tohu, Bohu,
Rocher et Alpne Tehom. Et juste après, d'ailleurs, marqué Veruach Elokim, Erachefet, etc. Et le Midrash va dire que c'est 4 empires qui vont régner sur le monde. C'est-à-dire, Tohu, c'est Babel, Babylone. Bohu, c'est la Perse. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est Rocher, c'est la Grèce. Et Rocher, donc Rocher, c'est l'obscurité. Besséder, c'est la Grèce. Donc en fait, là déjà, on voit que quoi? Que la Grèce, elle est appelée obscurité. Besséder, c'est la première, le premier caractéristique qu'on voit. Besséder. Deuxième caractéristique, Raverot, regardez la source numéro 5. On est dans Sefer Daniel. Je vous lis rapidement. Vous l'avez la source numéro 5 ou pas? Ouais. Pasuk Alev, Bishnat Achat Lebal Shatzar, Meler Bavel, Daniel Ra'a Halom. Vechenot Rosho al Mishkavo, Az et Achalom, Katav Rosho Milim Amar. On parle de Daniel qui a fait un rêve. Et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 5 bêtes qui sortent du fleuve. Regardez, c'est souligné. Arishona, qui est Arié. Elle est comme un lion. C'est Bavel aussi. La deuxième, Domal et Dove. Un ours. La troisième ressemble à une namère. Un guépard. Il a fait une panthère, viens on dit une panthère. Et Véiné, et la dernière, alors la dernière, elle est hyper flippante. C'est un mélange de toutes les bêtes d'avant. Bécéder, elle a des dents en fer. C'est une bête qui n'existe pas, mais elle fait peur. Et en fait, c'est Edom. Edom qui finalement est un mélange des empires d'avant. L'empire de Edom, nous on l'appelle Rome, hein, mais en fait on y est encore quelque part. C'est tout le monde occidental. C'est-à-dire qui en fait sont les héritiers de ces empires-là. C'est-à-dire que la pensée de la Grèce dont on va parler un peu maintenant, elle est encore présente aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce que les Romains ont battu les Grecs au niveau militaire qu'ils sont quelque chose de différent au niveau culturel. Ils sont quelque chose de différent, mais ils l'ont hérité. Les salaires, ils ont hérité sur beaucoup de points, ils sont pareils. Les salaires, en tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que la Grèce ici est comparée à une panthère. Et qu'est-ce qu'elle a comme attribut, la panthère? C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. D'accord? Ça veut dire que c'est moi qui vais répondre. Enfin, c'est pas moi qui vais répondre, en fait, c'est la source numéro 2. Regardez ça. Yehuda ben Tema Omer, Eve Az Kanamer. Az, ça veut dire effronter. C'est-à-dire, effronter, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur de celui qui est en face de lui. En fait, en gros, c'est quelqu'un qui met tout le monde au même niveau. C'est-à-dire, c'est pas vrai que, tu vois, si tu parles à quelqu'un qui est plus âgé que toi, par exemple, c'est-à-dire toi, tu es un enfant, tu parles à un adulte, c'est normal qu'il y ait une sorte de respect, qu'il y ait une sorte de reconnaissance de la grandeur. On ne parle pas de peur, on ne parle pas de, je sais pas moi, de crainte, de politesse. On ne parle pas de politesse. C'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire que tu ne parles pas au Rav Bigon comme tu parles à ta copine. C'est barreau, c'est pas hypocrite. L'inverse, ce serait un mensonge en fait. C'est reconnaître de la grandeur. Là où il y a de la grandeur, je me fais un petit peu petit. Et si je n'arrive pas à me faire petit, c'est un problème. C'est un problème d'orgueil, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un problème. Et en fait, on dit, je ne sais rien si c'est vrai au niveau zoologique, mais on dit sur la panthère qu'elle n'a pas conscience d'un ennemi qui est plus grand qu'elle. Tu vois, je ne reconnais pas qu'il y a quelque chose de plus grand en face de moi. Donc en fait, là, on a dit 2 trucs sur la Grèce. On a dit, ils sont comparés à l'obscurité, et on a dit, ils sont comparés à une panthère, et la panthère, elle ne reconnaît pas quelque chose qui est plus grand qu'elle. C'est comme ça qu'on explique en fait le Everaz Kanamer, parce que c'est l'Empire Kavod. L'Empire Kavod, on nous dit soit effronté, on nous dit d'être effronté, soit effronté comme là. Donc il y a une possibilité où l'effronterie c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire lorsque tu vas pas avoir peur de quelque chose qui a l'air grand, pour en vérité quelque chose d'encore plus grand. Okay, tu vas pas avoir peur qu'on se moque de toi si c'est pour servir des idéaux et des valeurs. Regarde comment ça se finit, j'aurais dû lire la phrase en entier, mais Everaz Kanamer, Kal Kanesher, Ratz Katsevi, Veikborkari, La Sot, Reson Avicha chez Bachamayim. Donc ça veut dire pour faire la volonté
d'Hachem. Et quand est-ce que la razout, elle est mauvaise, Besséder, eh bien, voilà, quand en fait, c'est quelque part un petit peu, c'est de la cécité, c'est-à-dire c'est un aveuglement, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'il y a en face de moi de la grandeur et donc du coup, je suis chutzpanique. Ça peut arriver, il y a des élèves comme ça, des élèves qui ont une attitude chutzpanique, mais sans vraiment s'en rendre compte en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas le code, ils n'ont pas compris dans quelle hiérarchie on se trouve. C'est-à-dire que le prof, c'est pas ton copain, c'est-à-dire, et c'est normal, et c'est bien d'ailleurs. C'est parce que c'est pas ton copain que tu vas réussir à recevoir de lui, etc., etc. C'est une bonne chose. La hiérarchie, c'est pas quelque chose de mal en soi, pas du tout. C'est quand c'est forcé, quand c'est une tyrannie, d'accord, ça c'est pas bien. Mais sinon, c'est bien. Et donc, en fait, quelqu'un qui n'a pas ce code-là, qui ne reconnaît pas, il dit, mais il n'y a rien, y a rien. Tu sais, la panthère, elle voit un éléphant, elle se dit, ben, c'est bon, tu vois, genre, auto d'avoir. Et ça, c'est la mauvaise. Et donc, voilà, là, on a deux attributs de la Grèce. C'est-à-dire l'obscurité d'un côté et la razoute, donc l'effronterie de l'autre. Ok. Et donc, ces deux caractéristiques de la Grèce, ça va nous expliquer un peu pourquoi est-ce que elle s'est sentie tellement menacée par Israël au point de faire des décrets dont elle n'avait pas besoin. C'est-à-dire, Az, c'est parti pour ça. Il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'était en très gros la culture grecque. C'est-à-dire, la culture grecque en très gros, c'est oui une recherche d'harmonie. Okay. C'est-à-dire que les Grecs, la culture grecque, il faut savoir, elle était hyper attirante, très attirante. C'est-à-dire, tous les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils devenaient déjà, ok, les théâtres, etc. Mais c'est très fort. Bon, le divertissement, c'est-à-dire, mais très fort en philosophie, en sport. Je crois en musique, en théâtre et en technologie, en art, c'est-à-dire que finalement, tous ces domaines-là, pourquoi ils étaient plus forts que les autres? En fait, quand est-ce que tu es plus fort que les autres, que tu englobes plus que les autres? C'est quand tu arrives à trouver une harmonie qui englobe plus que l'autre. C'est-à-dire que si tu trouves quelque chose, c'est vrai dans, je sais pas moi, même quand tu étudies la Gemara, tu vois, tu étudies la Gemara, et puis t'en as un, il donne une explication qui explique deux, trois idées. Et t'en as qui donne une explication qui explique genre 10 idées, qui met de l'ordre dans plusieurs macérettes, etc. Bon bah ok, ça se vara, okay, sa théorie, elle est plus large, elle est plus grande, et donc elle se rapproche plus de la vérité, et donc elle englobe plus, et donc elle est plus attirante. Et donc le, le monde grec, c'est un monde qui va clairement rechercher l'harmonie. Vous connaissez cette photo de Léonard de Vinci, là, l'homme parfait, Ken. L'homme parfait, Ken, ça vient de la Grèce, la recherche de la perfection. C'est-à-dire la recherche de l'harmonie. L'harmonie à Kavana, c'est de l'unité dans du pluriel. C'est ça l'harmonie. Ken, je répète ce mot. Unité dans le pluriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont différentes, tu vois. Genre, il y a du chaud, il y a du froid, etc. Et tu as quelqu'un qui va réussir à dire comment tout ça en vérité c'est lié. Tu vois, genre, tu as plein de notes de musique, et comment on va faire une mélodie? On va les lier, mais d'une manière harmonieuse. Mais c'est-à-dire, dans la science, par exemple, quelqu'un qui va dire une théorie qui va expliquer le plus de phénomènes sera une théorie la plus vraie. Ok, c'est-à-dire, genre, je sais pas comment on expliquait les pommes qui tombent des arbres avant la gravitation, mais celui qui a inventé la loi de la gravitation, c'est-à-dire, il a expliqué grâce à cette loi une tonne de phénomènes. Mais c'est-à-dire que plus ta loi, elle met de l'ordre, elle est générale, elle met de l'ordre dans plein de détails, de l'unité dans du pluriel, et plus finalement, elle, elle est harmonieuse, ok, et elle se rapproche de la vérité. Et bien, mec, les Grecs, c'était des grandes lumières. C'était des grandes lumières. C'est-à-dire que les Grecs, mamash, ils mettaient, ils cherchaient en tout cas de l'harmonie partout. C'est-à-dire, et c'est vraiment bizarre qu'on les appelle obscurité, d'accord? Sachant que maître de l'harmonie, c'est l'inverse de l'obscurité. Maître de l'harmonie, selon le Maharal, c'est exactement ce qu'elle fait la lumière. C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une pièce sombre et il essaye de deviner c'est quoi cette pièce. Ça va? Il va essayer de toucher des objets, voilà. Et il va pas, vu qu'il fait sombre, alors il va dire peut-être des trucs, mais c'est pas sûr qu'il va réussir à deviner. C'est-à-dire, on allume la lumière et là d'un coup, on arrive à comprendre. C'est-à-dire la cohérence, quand même, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que c'est que cette pièce. C'est-à-dire que la lumière,
C'est ce qu'on dit en français, mettre en lumière. C'est quoi mettre en lumière? Ça veut dire donner un sens. Donner un sens, trouver le sens, quand même expliquer. Ou quand on dit ce mec-là, c'est une lumière. C'est quelqu'un qui nous a éclairé, qui nous a expliqué des choses. C'est-à-dire, donc, Béhémet, qu'a priori, les Grecs, c'était des lumières. Alors pourquoi on les appelle l'obscurité? Parce qu'en vérité, ils ont une recherche d'harmonie et de unité exactement comme nous. Am Israël, c'est quoi notre slogan, rappelez-moi? Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Echad. Ça veut dire que on cherche l'unité. Mais c'est-à-dire, on cherche l'unité, et même si on la voit pas. Et donc, en fait, quelque part, la volonté de la Grèce et la volonté d'Israël, elles se ressemblent et elles se confrontent. Mais c'est-à-dire, et donc là, on ressent la petite menace. Ok, et pourquoi est-ce qu'elle est différente? Parce que dans la Grèce, c'est une recherche d'harmonie qui est horizontale. C'est-à-dire, on va rechercher l'harmonie sur Terre, ouais, l'harmonie dans ce qu'on voit. Qu'est-ce que je vois? Je vois le corps. Alors, je vais chercher le corps le plus harmonieux. Je vois l'art, c'est-à-dire, donc je vais chercher la plus belle œuvre d'art, c'est-à-dire, etc., etc. Même dans la philosophie, on va chercher, mais ça va être ça. Alors, pour la philosophie, peut-être j'en parle après, parce que c'est lié avec justement l'effronterie. Mais en tout cas, je vais chercher quelque chose de ardouti, quelque chose d'unitaire, mais de manière horizontale. Qu'est-ce que Am Israël fait de différent? Harmonie aussi au niveau vertical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de l'harmonie dans ce que je vois, mais il y a aussi de l'harmonie dans ce que je vois pas, dans la partie intérieure de l'homme. Ça va pas? Et ça va pas avec la philosophie, ça? Alors, il y a fait. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a empêché, en fait, la Grèce de ne pas faire de l'harmonie avec ce que je vois pas? C'est justement l'effronterie. Pourquoi? Parce que l'effronterie, c'est quoi, Chaverot? L'effronterie, c'est je ne me fie que à ce que je vois, en fait. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, je sais pas moi, le mec qui est devant un grand rabbin, décédère, ben, au final, moi, je la vois pas, ta chorma, je la vois pas, ta neshama. Qu'est-ce que je vois? Je vois un corps, comme moi, sans avoir. Je vais me comporter avec toi comme ce que je vois. Décédère. Mais c'est de la bêtise. Et donc, en fait, la Grèce, elle dit, elle va chercher de l'unité partout, mais elle va pas chercher à relier dans l'unité aussi la partie que je vois pas chez l'homme. Tu vois, genre sa neshama, la relier avec l'au-delà. Mais c'est-à-dire ça, il n'y a pas. Il n'y a que ce que je vois. Ça, c'est effronterie. Et donc, je cherche de l'unité dans ce que je vois. Et finalement, c'est de l'obscurité. Parce que finalement, ça m'aveugle. Parce que si tu me dis qu'il y a de l'harmonie seulement dans ce que je vois et qu'il n'y a rien de ce que je vois pas, pourquoi est-ce que ça m'aveugle? Parce que c'est comme si tu m'enlevais en fait la partie un petit peu, tu vois, qui dépasse ce monde-ci. Et là, on peut expliquer les xérotes. Parce que la Brit Mila, le Shabbat, Rosh Chodesh, le Limut Torah, c'est que des trucs qu'on voit pas. C'est-à-dire, Shabbat, si je le regarde extérieurement, c'est un jour comme un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent Shabbat d'un autre jour? C'est la Gdusha. Et la Gdusha, tu la vois pas. Tu peux pas prendre une photo de la Gdusha. Mais c'est-à-dire, auto d'avar pour Rosh Chodesh, ça veut dire tous les temps saints, okay? tous les Moadim, toutes les fêtes, etc. Le Limud Torah, ils ont interdit d'étudier la Torah, mais pas forcément en tant que Chorma. C'est-à-dire que ça les intéressait beaucoup de savoir qu'est-ce que la Torah elle dit, mais pas pour me relier avec le divin. Donc un Limud Torah qui te lie avec ce que tu ne vois pas, ça c'est interdit. Peut-être que oui, pour la philosophie, c'est intéressant, parce qu'au final, tu vois, la philosophie, on pourrait dire, c'est une recherche de quelque chose qui est au-delà de ce que je vois. Ils avaient la recherche de ce qu'ils appellent la cause première. C'est-à-dire qu'il y a un axiome de base que l'homme peut tout comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est vrai dans mon cerveau, alors c'est vrai objectivement, va dire le philosophe. Et c'est taré de dire ça, c'est un manque d'humilité fou, en fait. C'est un manque, c'est un amer, c'est une panthère. C'est Hazout total. Ça veut dire, oui, je suis d'accord de réfléchir avec toi sur ce que je ne vois pas. Tu vois, ça va être un grec philosophe, très bien. Ce que je ne vois pas, mais attention, pas sur ce que je ne comprends pas. Il n'y a rien que je ne comprends pas. Limud Torah, il y a un côté que tu vois, un côté que tu vois pas. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Le côté que tu vois, il n'est pas interdit.
Le côté que tu vois, il n'est pas interdit par les Grecs, je veux dire, Ken. Les Grecs eux-mêmes ont traduit la Torah en grec, ils ont voulu l'étudier. Mais c'est-à-dire, c'est quoi le côté que tu vois du Limud Torah? Il y a un texte que j'essaye de comprendre. Ça, c'est un côté que tu vois. Il y a un côté que tu vois pas dans le Limud Torah. C'est que j'essaye de m'élever à... Exactement. Hanouka, c'est un peu spécial parce qu'en fait, tu vois, chaque fête, elle va avoir un truc en particulier. Tu vois, genre Pessah, la liberté, Pharaon, c'est-à-dire Shavuot, Matan Torah, etc. Et en fait, quand tu regardes Maos Tzur, tu vois qu'on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle, on va parler de Pharaon, on va parler de Haman, c'est-à-dire on va parler du Mashiach, on va parler aussi de Hanouka, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça va tout transverser, tout traverser. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu annuler l'essence même de ce qu'est le judaïsme, c'est-à-dire le fait de vivre une dimension que tu vois pas. Ça va. Et d'ailleurs, la fiole d'huile dans le temple, ils n'ont pas réussi à la voir. Ça va pas. Ça veut dire que je pense que ça résume tout. Ça résume tout en fait. C'est quoi le miracle? C'est que on allume une fiole que les Grecs sont incapables de voir. C'est ça le truc. Tu vois, ça peut être la confrontation à Hanouka, c'est la confrontation de ceux qui pensent qu'il n'y a que ce que je vois, à ceux qui savent que il y a plus que ça. Mais c'est-à-dire c'est pour ça qu'on fait Hanouka 8 jours. Ça représente le au-delà de la nature. Le 8 représente le au-delà de la nature, etc. C'est-à-dire que Antiochus ressent de manière pas rationnelle que Am Israël le menace parce que Am Israël a la même recherche d'unité que la Grèce, mais en allant encore plus loin, en allant aussi chercher l'unité vers ce que je ne peux pas palper, et il le ressent comme une menace, et donc, bam, Xéroth, et Xéroth sur quoi? Bah, Xéroth exactement sur ça, c'est-à-dire devenez des Grecs tout de suite. Euh, Peut-être que maintenant, justement, on peut ramener ce midrash où les Grecs ont obligé les Juifs à écrire sur la corne du taureau, Ken, vous n'avez pas de chélek, de part au Dieu d'Israël. Le lien qu'on fait avec ça en général, c'est avec la Chet HaEgel. C'est quoi Chet HaEgel? La faute du Vaudan. C'est quoi la faute du Vaudan? La faute du Vaudan, dans le pshat, a priori, c'est un manque de patience. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à attendre le temps qu'il fallait. Et du coup, on a dit non, on veut un Dieu maintenant. C'est-à-dire, on veut quelque chose qui soit devant nos yeux tout de suite, en vérité. Et, euh, et c'est quoi cette faute-là? C'est la non-capacité d'attendre à avoir quelque chose que je ne vois pas, en fait. C'est-à-dire qu'il me faut quelque chose que je puisse euh, toucher devant moi tout de suite, maintenant. Sinon, c'est pas réel, tu vois. Donc, il faut un truc extérieur vite. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu privilégies le monde extérieur ou est-ce que tu privilégies le monde intérieur qui prend plus de temps à se construire et que tu vois pas et qu'il faut justement tenir dans cette longueur? Mais c'est-à-dire, et en fait, quand les Grecs ils disent aux Juifs écrivez sur la corne du bélier, mais c'est-à-dire, en fait, c'est pour leur dire, c'est pour leur rappeler la faute du veau d'or. Genre, Bassov, c'est ça qu'ils voulaient leur faire faire, en fait. Ils voulaient leur faire continuer la faute du veau d'or. Devenez des Grecs, devenez des gens comme nous, qui sont euh, extérieurs. Et c'est vrai ce que tu as dit sur le chauffard. Parce que tu sais, c'est quoi le chauffard? Le chauffard, c'est tu souffles dans un truc où il y a de l'air qui devient un son. C'est-à-dire, donc il y a quelque chose d'invisible qui finalement commence à devenir une voix. Et ils disent non, il n'y a rien d'invisible. On écrit sur la corde du chauffard. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash? Mais ils l'ont en fait détruit. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste que je dis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des idoles partout dans le Beth Amikdash. Et c'est hyper symbolique. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire dans nos cœurs, en fait, dans notre âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils n'ont pas voulu nous tuer, nous détruire extérieurement. Ils ont voulu faire quoi? Détruire notre pensée, c'est-à-dire qu'on devienne des Grecs, qu'on arrête de penser qu'il y a un monde qu'on ne voit pas. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Et il n'y a pas de Olam Abba, il n'y a que un Olam Zé. C'est ça le truc. Et donc, le Beth Amikdash, bah, il est très beau, c'est magnifique. Ça, dans le Olam Hazé, il est tout doré, il est tout joli, on va pas le détruire. Par
contre, l'intérieur du Beth Amikdash, tu vois, le Kodesh, là, on va mettre, je sais pas moi, une statue de Zeus ou je sais pas quoi. C'est ça qu'ils ont fait. On va dire comme ça que à Hanouka, ce qui s'est éclairci en fait, c'est que c'est la victoire de ce que tu ne vois pas sur ce que tu vois. C'est ça le truc en fait. La victoire de la dimension invisible qui a priori pour un esprit grec matérialiste qui dit il n'y a que ce que je vois n'existe pas. Et c'est cette dimension-là qui les a vaincus. Parce que Bassov, si tu te fies à ce que tu vois, les Maccabim n'ont aucune chance face à l'Empire grec. Ça, c'est un. Si tu te fies à ce que tu vois, tu auras une fiole qui va durer un jour. Le Seder, elle a duré 8 jours. Et si tu te fies à ce que tu vois, les Juifs vont s'assimiler. Et donc, en fait, c'est la victoire de la qualité, on va dire, de ce qu'il y a en plus sur la quantité qui a l'air de t'aveugler.